Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Manuela, Mano, bonsoir. Merci de nous écouter pour comprendre. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir le président du SMEP, M. Ralph Monplaisir. Bonsoir. Bonsoir, M. Grabin. Bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs. Et puis aussi à celles et ceux qui sont derrière à faire en sorte que nous puissions être vus et entendus, c'est-à-dire le personnel de Zouk TV. Toute la régie. Oui, bien sûr. Oui. Le SMEP, M. Monplaisir, ça veut dire? Le SMEM, c'est le syndicat mixte d'électricité de la Martinique. Et ce syndicat a été mis en œuvre, mis en route, sous la présidence du maire de Sainte-Marie de l'époque, M. Lordineau. Guy Lordineau. Après quoi, il y a eu reprise de présidence par M. Dram, et Victorien de son prénom, et puis c'était ensuite mon tour. Alors, c'est une essence politique? Non, justement. C'est ce que nous ne voulons pas, nous. C'est un syndicat, mais qui se veut vraiment apolitique. Et je suis heureux et fier d'avoir été choisi par mes collègues, parce que bien entendu, on est choisi par les autres pour les représenter, parce que je ne suis jamais, je le répète tout le temps, qu'un membre, comme les autres, des 57 personnes qui composent le comité, plus les 57 qui sont les suppléants. Et en nombre, nous sommes très importants. Je ne sais même pas si nous ne sommes pas plus nombreux qu'à la CTM. Et ce syndicat est composé des communes de la Martinique, toutes, plus la collectivité territoriale martiniquaise. Et ce syndicat a vocation, est propriétaire, complètement propriétaire, des réseaux qu'on appelle basse tension et moyenne tension. Et ce syndicat est la seule autorité compétente dans la gestion de l'électricité sur le territoire de la Martinique. C'est ainsi que le syndicat a délégué des pouvoirs à EDF pour assurer la distribution de l'électricité. Donc EDF fait production et distribution? Oui. Mais sous le contrôle du SMEM, la distribution? Voilà, ce qui se passe, c'est que si vous êtes sur le territoire métropolitain, vous avez des producteurs d'électricité. À l'époque, c'était surtout beaucoup EDF, mais vous pouvez en avoir d'autres. Et puis en plus, maintenant avec les énergies renouvelables, il y en a encore plus. Mais vous avez aussi plusieurs acteurs qui font la distribution de cette électricité. Nous sommes, nous, dans ce qu'on appelle une zone non interconnectée. Je vais vous expliquer dans une minute si vous le souhaitez. Parce que les gens entendent ZNI, ça veut dire zone non interconnectée. Et c'est pourquoi nous avons un particularisme, comme en Guadeloupe, comme en Guyane et autres. EDF assure non seulement une production, mais assure une distribution. EDF n'est plus le seul à assurer la production. Vous avez sur nos territoires, ici par exemple, une usine qui s'appelle Albioma, qui produit de l'électricité et à partir de biomasse. Et puis, vous avez des énergies renouvelables qui ont apparu. Mais quand vous êtes en métropole, on le constate d'ailleurs avec cette guerre qu'il y a en Ukraine, vous êtes dans des zones interconnectées. C'est-à-dire que si en métropole, il y a un problème dans une unité de production et que les besoins ne peuvent plus être satisfaits par la production sur le territoire, on achète de l'électricité à côté, chez le voisin, en Belgique, en Allemagne ou quoi, parce qu'on a des contrats. Mais c'est interconnecté, c'est-à-dire qu'eux aussi peuvent faire comme ça, venir chez nous, mais nous ici. On est dans un bocal. C'est fini. On est dans un bocal, on tourne. Exactement. On n'est pas connecté aux autres. Et c'est pour ça que moi, il y a des années que je fais un rêve. On dit toujours il faut le rêver pour le voir. Peut-être que ce que je dis sera entendu par des gens
compétents, des gens aux affaires. C'est peut-être un rêve, mais si la collectivité, peut-être le président, entendait ce que je dis et se demandait si c'est pas quelque chose qui doit être pris non pas comme une folie, mais comme une réalité. Qu'est-ce que nous avons en commun en production permanente d'énergie dans ces îles? C'est la géothermie. Parce que si vous prenez des énergies renouvelables comme le vent ou le soleil, ce sont des énergies intermittentes. Ça vient à certaines heures, ça disparaît. Un peu de nuages, le soleil n'est plus là. On a des panneaux aveugles. Et c'est fini. Donc on ne peut plus. Et pour l'instant, on travaille d'arrache-pied à ce qu'on appelle le stockage. Parce qu'on fait il y a des recherches importantes. Et ici, en Martinique, les autorités compétentes, notamment la collectivité territoriale, accompagnée par l'ADEME, le SPEM et EDF, travaillent à voir comment mettre en place le stockage de ce qui est produit en renouvelable. Mais la géothermie est permanente. Elle est permanente. Nous en avons Et elle ici. n'est pas polluante. Et elle n'est pas polluante. Mais elle existe. Et nous en avons ici, comme il y en a en Guadeloupe, comme il y en a à la Dominique, puisqu'on en parlait, comme il y en a à Sainte-Lucie, comme il y en a, si vous descendez, Oui, les sur Grenadines. la bande caribéenne. Ah ben alors, donc nous sommes sur une chaîne géothermique. Aujourd'hui, nous avons ici en Martinique un projet qui a été relancé et pour lequel la CTM apporte beaucoup d'importance. C'est la géothermie locale, et notamment le maire des Anses d'Arlet y a apporté beaucoup, parce que c'est chez lui qu'il y a a priori, la bonne ressource, parce que, vous savez, on n'est jamais sûr en géothermie au départ. On fait des sondages et tout, mais on n'est pas obligé d'être sûr que les volumes, les quantités attendues soient au rendez-vous. Mais il y a un potentiel aux Anses d'Arlet et il y a un travail qui est fait sous l'égide de la CTM pour mettre en œuvre une unité de production. Alors, cette unité produira, je ne peux pas m'engager, je ne vais pas m'engager parce que si quelqu'un s'engage aujourd'hui, moi je trouve que c'est risqué. On ne sait pas exactement, mais il y aura une production, normalement. Et puis, vous avez dans la plaine du Lamentin, là, Oui. vous avez également de la géothermie. Malheureusement... Du côté du Monde Cabri. Absolument. Mais le problème, c'est que la température du côté du Monde Cabri et autres ne permettra pas d'exploiter pour produire de l'électricité. Mais par contre, elle permet, a priori, de produire du froid. Parce que c'est avec le chaud qu'on fait le froid, comme vous le savez, M. Grabin, je sais que vous vous y intéressez. Et c'est comme un frigidaire, hein. Il y a un compresseur, c'est chaud derrière, et puis on a le froid. D'ailleurs, les frigidaires à pétrole, on chauffait. Oui. Donc là, on a de l'eau qui, à une température, devrait permettre, en étant bien exploitée, de produire du froid, et l'étude est en cours, qui pourrait alimenter des structures comme l'aéroport du Lamentin, des centres commerciaux, le CHUM. Les bureaux, tous les bureaux. Voilà, il faut étudier. Il y a une étude à mener, mais on peut même imaginer, parce que ça avait été imaginé à un moment, qu'on pourrait mettre un réseau dans la ville de Fort-de-France. Vous imaginez, mais si on ne le rêve pas, on ne le fait pas. Et puis ce qui est impossible aujourd'hui ne l'est plus demain. Et aujourd'hui, on est dans le siècle de la vitesse, dans le monde de la vitesse. Les performances sont de plus en plus rapidement obtenues. Les technologies progressent très vite. Et je pense, je reste persuadé qu'on finira par y arriver, puisqu'on est contraint de regarder ce dont on dispose. Donc la géothermie, moi je pensais, si on était
assez intelligents pour se donner la main dans le bassin caribéen, exactement comme ils l'ont fait dans les pays en Europe. Donnons-nous la main, mettons un câble électrique qui relie tous nos territoires, produisons chacun chez nous ce dont on a besoin, achetons s'il faut un peu chez le voisin, et si un jour il y a un problème, on peut recevoir de celui-là par rapport à celui-là. On devient connecté entre nous. C'est pour ça que zone non interconnectée, oui, mais jusqu'à quand, jusqu'à quel point? À mon avis, et la connexion, c'est ce qui existe naturellement, puisqu'on nous dit que tous ces volcans sont connectés par en dessous, eh bien connectons-nous par au-dessus avec les technologies qui existent aujourd'hui. En fait, tous ces projets n'ont pas pu aboutir du simple fait que nous avons beaucoup de penses petits en Martinique et qui n'admettent pas qu'il est possible de faire avancer des technologies, de faire en sorte qu'on puisse être complètement indépendant par rapport à des systèmes qui sont actuellement en place. Je prends l'exemple de lorsqu'il a fallu faire la biomase. Ben écoutez, je vais vous dire quelque chose. D'abord, on n'est jamais prophète dans son pays. Et puis, c'est pas toujours simple de faire avancer les mentalités, de faire comprendre des choses à certaines personnes. Je me souviens, quand je suis devenu maire de la commune de Casse-Pilote, j'avais beaucoup d'ambition et je voulais faire avancer les choses. Notamment, je me souviens par exemple que sur le front de mer, je suis parti d'Ardard pour voir comment on pouvait arranger, rénover, faire ci, faire ça. Et un jour, j'étais assis avec quelqu'un pour qui j'ai une affection et une grande admiration, très très grande admiration. Il s'agit du sénateur maire Roger Lise, qui avait été maire à Casse-Pilote, Oui. et qui me dit, Tibolon, pourquoi pensez-vous ça? Il y a quasiment au Moyen Âge, quand même au 21e siècle là dans la nuit. Mais ça, on va faire là, bah, c'est pour la terre respirer. Et là, j'ai compris beaucoup de choses, parce que j'ai compris qu'effectivement, c'est pas parce qu'on rêve quelque chose, c'est parce qu'on a l'ambition qu'on doit croire que tout le monde peut le rêver ou le comprendre aussi tout de suite. Mais la vie m'a montré que les gens comprennent et apprennent au fur et à mesure les uns des autres, ils voient. Et aujourd'hui, le monde évolue tellement vite et il y a tellement d'informations qui circulent que je ne dirais pas qu'il y a des gens qui voient petit, non. Je pense que les gens voient de plus en plus grand, les gens comprennent de plus en plus, et même les personnes âgées, puisque moi je ne fais pas partie de la première génération, je suis plutôt près de la génération du bout du chemin, mais comprennent de mieux en mieux des choses, bien qu'elles soient souvent... Moi je vois mes petits-enfants, hein, j'ai un petit-fils qui a 1 an et 1 mois. Si on dit allô, il met sa main sur son oreille. S'il voit le téléphone portable de son père, il l'attrape pour essayer de le mettre là et puis il fait ah ouais, ouais, ouais. Il a 1 an et quelques. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la journée, il voit des gens avec des portables, il voit des gens qui répondent à allô, il intègre. Donc, il évolue. Eh bien, nous évoluons tous en même temps. Je pense que les choses vont évoluer. Je suis très, très optimiste. Nous restons optimistes, certes, mais des fois nous perdons du temps. Je prends l'exemple de la gestion des déchets. Nous avons vu en Allemagne une usine qui traite des déchets, qui produit du gaz méthane. Et à partir de ce gaz méthane, ça fait tourner des turbines pour produire du courant électrique. Et le surplus de gaz méthane est distribué dans la région. Bon, on n'a pas de réseau gaz-ville, mais on peut avoir un réseau pour les véhicules et tout ça. Ben à ce jour, nous avons plus de 325 000 tonnes de déchets par an en Martinique, plus les sans gaz qu'on pouvait rentrer dans le système, on est à l'arrêt. Et quand si on regarde dans le rétroviseur, ce qu'il a fallu mener comme combat pour faire tourner Albioma, c'est pourquoi, des fois, on a tendance à désespérer. Oui, c'est vrai. On peut avoir tendance à désespérer. Moi-même, il y a des matins où je me réveille et
Qu'on dit bon. Je dis à ma femme, mais pourquoi je me bats? À quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Et puis un moment après, un coup de téléphone, il est 6h30, 7h du matin, quelqu'un m'appelle avec un problème ou quelque chose, et il y a le déclic, et puis je redeviens moi-même. Donc oui, c'est vrai qu'on aurait peut-être pu être allé plus vite, mais je pense qu'on est en train de prendre conscience, et puis entre-temps, les technologies ont beaucoup évolué, parce qu'il faut dire qu'il y a encore quelques années, le traitement des déchets n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Et là aussi, c'est par la contrainte dans laquelle on se trouve que les technologies ont progressé. Vous savez, on vous dit qu'il n'y a jamais autant de progrès que quand on est en période de guerre. Pourquoi? Parce qu'il y a des besoins. Et souvenez-vous bien qu'en période de guerre, les gens deviennent tellement astucieux. Regardez, quand il y a eu la guerre ici... Attends, la mère Aubert nous fait soulier, nous fait tout bagage. Eh bien, maintenant qu'à venir pour nous, mon grand-père avait une voiture avec des roues en bois sur laquelle il clouait du caoutchouc. Bon. Mais regardez, dans des pays où la vie est difficile. Je ne veux pas citer ces pays-là, mais enfin, on se comprend. Je dirais des pays en voie de développement. Oui, oui. Eh bien, ils ont monté. Mais ils sont astucieux. Oui. Quand vous voyez comment ils prennent n'importe quoi, ils le transforment pour pouvoir l'utiliser, alors que nous le jetons toute la journée. Mais eux, c'est parce que c'est le besoin qui fait leur esprit travailler et qui réfléchissent. Mais c'est ça qui a fait que l'homme a progressé depuis les temps les plus anciens. C'est parce que l'homme a eu besoin de manger, qu'il a pris des silex, qu'il les a... Enfin, il a vu, regardez simplement, m'excusez, mais regardez les chimpanzés qui prennent des pailles pour boire, des choses comme ça. C'est pourquoi? Parce qu'ils voient, ils réfléchissent, ils comprennent. Et bien, l'homme n'est pas différent, il progresse. Et moi, je pense que les progrès qui viennent, qui y sont venus, qui viennent et qui vont venir dans le traitement de déchets et l'évolution, et notamment les sargasses aussi, vous ne faites pas d'illusions. Il y aura une solution qui apparaîtra pour les sargasses au moment où on ne s'y attend pas. Et celui qui aura le coup de génie, eh ben, pourvu qu'on ne lui vole pas son idée, parce que c'est souvent ce qui se passe, on a les idées, puis c'est ça le plus dur, c'est d'avoir l'idée. Puis après, il y a ceux à côté, mais ça aussi, c'est la nature qui veut ça. Les gros arbres profitent sur les petits, les plus costauds profitent sur les plus petits, mais souvent, c'est le petit qui est le plus ingénieux. Alors, mais il faut faire avec, c'est comme ça que va le monde. Dans cette histoire de pain échappé, ça me rappelle simplement l'affaire du saucisson au Lida. Quand on est là, ça est arrivé en Martinique. Tu as un petit prospectus soleil. Ouais. Et puis un petit médaille. Oui. Qui était l'Assemblée nationale à la savane. Chien il a assis et puis il saucisson en la main. Qui a essayé de regarder. Et puis l'autre chien parti le saucisson. Le chien il a pas de chien. Il dit quittez, laissez-moi une mode d'emploi. Ben c'est tout. C'est tout. Donc, il n'y a pas si, par le coup de fini vite. Bon, la chose qui nous rassure, là aujourd'hui, la nature est en train de mettre de l'ordre. Ah oui. Là, en l'espèce, dans le réseau électrique, qu'on le veuille ou non, il faudra le reprendre entièrement. Oui. Il ne va pas résister aux températures qui sont planifiées là. Oui. Autour de l'île, on a l'élévation du niveau de la mer. Absolument. Nous entendons des universitaires nous parler de 3 mm. Ce n'est pas 3 mm de l'eau qui fait qu'ils nous parlent à travers ces rivières salées. Ou pour aller casser bloc demain matin, on ne va pas pouvoir passer fond là. Ce n'est pas 3 mm. Alors de temps en temps, tout en étant grand universitaire devant l'Éternel, regardez ce que les autres ont fait. On ne parle pas de millimètres, on parle de mètres. Ouais. 1 mètre 50, 2 mètres, 3 mètres délai. Là, est-ce que le SMEM a déjà mis en place ce changement en termes de calcul, d'études pour les réseaux? On y travaille. Alors, ce qui se passe, c'est que moi, j'explique toujours pourquoi je suis venu au SMEM. Qu'est-ce qui m'a motivé? Le SMEM, le président était Victorien Drame. Je venais d'être élu maire. Il m'a invité à une réunion qu'il a faite à l'hôtel Valmenière, où il y avait 3 ingénieurs qui étaient des anciens ingénieurs d'EDF à la retraite. C'était même pas EDF, c'était l'aspect des EM. Non, c'était EDF déjà à ce moment-là. Ah bon?
C'était EDF, on Parce va sur que le Baïta. Dram a fait partie de la SPDM. Ah non, Dram était Il a démarré. ingénieur à la SPDEM. C'est là qu'il a démarré. C'est là qu'il a démarré. Mais là, il était maintenant président du SPEM. Et Dram, connaissant les choses, invite 3 ingénieurs EDF, payés par le SPEM, pour venir expliquer et parler du réseau. Ce soir-là, il y a eu 3 maires qui sont venus. En dehors de ça, il y avait des gens qui, je pense, étaient les membres du SPEM à l'époque et autres. Et là, il y avait le maire des Trois-Îlets, M. Arnaud René Courail, M. Maurice, qui était maire du Mont-Nevers, défunt Marcel Maurice, et le maire de Casse-Villot, qui venait d'être élu pour la première fois. Les 2 autres étaient déjà des anciens. J'ai écouté avec attention que ces gens-là ont expliqué. En 2 mots, vous avez récupéré des mains d'EDF un réseau, mais ce réseau, il n'est pas ce qu'il aurait dû être. Parce que aujourd'hui, si on met sur le réseau toute la charge dont a besoin l'île en même temps en une fois, le réseau, il saute. Donc, il faut refaire le réseau pour le mettre aux normes et en capacité d'accepter la charge qui va venir, parce qu'elle va augmenter. Ça m'avait frappé. Je me souviens 2 ans après, le président Letchimy nous a reçus à la région et il demandait à tous ceux qui étaient là, il ouvrait la porte à tout le monde, donnez-moi des suggestions, faites-moi des suggestions. Quels sont vos besoins? Pas vos besoins, mais des suggestions sur ce qu'il faudrait faire sur le territoire. Et je me souviens que je lui avais dit, Président, tu devrais réfléchir à un programme pluriannuel, peut-être sur 4-5 ans, pour refaire notre réseau complètement. Le président Letchimy n'a pas eu le temps de s'impliquer à fond dans cette perspective, parce qu'il m'avait répondu positivement, me disant qu'il était, je dirais, heureux de voir s'ouvrir la question, quand il y a eu des changements au niveau de la collectivité. Moi, à ce moment-là, il y avait également de nouvelles élections municipales à laquelle je m'étais présenté, j'avais été élu et je me suis présenté à la présidence du SMEM avec comme objectif de m'occuper du réseau. Il faut savoir que la principale fonction du SMEM au départ, c'est s'occuper de gérer ce qu'on appelle les extensions de réseau, c'est-à-dire il faut aller un peu plus loin avec le réseau, le SMEM s'occupe techniquement de tout ça. On a besoin d'un transformateur là, le SPEM fait les études, il faut un transformateur. On veut faire un lotissement et autres. Il y a un lotissement qui va être créé, on a besoin de courant. C'est le travail de base du SPEM. Et moi, je suis arrivé au SPEM. Ce travail-là est un travail d'ingénieur qui peut être géré par des gens qui s'occupent que de se dire je gère ça comme ça. Et ça fonctionne et ça va durer. Ça va durer, parce que c'est pour toujours qu'on a besoin de ça. Et moi, je suis venu parce que je me suis dit, le SMEM peut faire plus. Et le SMEM devrait s'impliquer dans ce projet de réseau dont a parlé le président Dram. Et puis, d'autres choses. L'enfouissement et tout ça. Non, l'enfouissement, c'était déjà des choses en cours. C'est des choses traditionnelles. C'était déjà lancé. Oui. On est d'ailleurs un des territoires les plus enfouis. Non, c'était partir sur ce réseau qu'il fallait changer. Au même moment, j'arrive, on se met à parler de ce qu'on appelle la MDA. Vous savez, moi, les abréviations MDA. Maîtrise des énergies, MDE, maîtrise des énergies. Maîtrise des énergies, ça veut dire tâcher de consommer moins, de consommer mieux.
Il y a un travail considérable qui a été fait sur la Martinique, parce qu'effectivement, nous avons réussi à consommer mieux et à consommer moins. Parce que tout le monde a été intéressé au problème, parce qu'on en a fait beaucoup. Et moi, je suis arrivé, j'ai trouvé ça, en même temps que j'étais avec EDF, il y avait un nouveau directeur. Le directeur de EDF, ce qu'on appelle SEI, qui est la zone qui nous concerne, était nouveau aussi. C'était un gars qui avait été en Martinique à l'époque chez EDF. J'arrivais nouveau et on s'est mis à travailler ensemble. On a travaillé très fort sur cette maîtrise des énergies. On y a mis notre savoir et notre argent. Nos ingénieurs se sont impliqués, parce que pour moi, c'était quelque chose qui était une des vocations que le SMEM devait avoir. Puis en même temps, je me suis intéressé à cette histoire de réseau et maîtriser l'énergie, la consommation de l'électricité dans les communes, puisque je suis maire, notamment l'éclairage public. Il faut savoir que dans une commune, quand on dépense 100 € pour l'électricité, il y a 60 € qui servent pour éclairer dans les rues, l'éclairage public. Donc ça m'intéressait. Et j'ai dit, on va travailler dessus. Donc, avec mes collaborateurs, ingénieurs, avec ceux d'EDF, avec l'ADEME et avec la collectivité, nous avons ensemble commencé à travailler. Mais l'EDF et le SMEM ont travaillé sur un programme qu'on a appelé Smart Grid, c'est-à-dire réseau intelligent. Quand on s'est penché sur ça, c'est quelque chose qui m'intéressait parce que c'était quelque chose qui me semblait être du bon sens. Justement, si vous êtes au gros monde et qu'il y a une coupure, ou pas de lumière, si par contre on peut faire passer le courant par Saint-Joseph pour arriver chez vous, vous avez du courant. Et si on doit le faire manuellement, c'est clac, mais si on a des systèmes informatiques modernes, ça se fait... À partir de son portable. Voilà. Donc c'est du smart grid et c'est-à-dire que ça se cicatrise tout seul. Le réseau lui-même gère ça, j'ai plus de courant là, il va là où c'est le plus facile, il prend. Donc, et ça c'est ce qu'on appelle le smart grid. Donc on s'est mis à travailler à fond sur ça. Et puis, on a travaillé sur les réseaux. On a essayé de savoir combien ça coûterait. On est arrivé pour le réseau d'éclairage public à un chiffre de l'ordre de 100 à 120 millions, mais si on prend le reste du réseau, qui est pour amener le courant chez vous, le total entre les deux fait plus de 300 millions d'euros. Donc il faut trouver l'argent, et nous sommes partis au travail pour aller chercher l'argent dans les collectivités. Le SMEM a sa part qu'il peut apporter, et puis il y a l'Europe, avec d'un côté l'argent traditionnel du DOCUP, et puis d'autres ressources européennes accessibles peut-être. À propos d'argent, on entend régulièrement au niveau national que d'ici la fin de l'année, le gaz augmente, l'électricité augmente, et on voit beaucoup d'entreprises qui rentrent au cimetière. Est-ce que nous avons ce risque de voir demain matin subir cette augmentation? Un problème, c'est que nous sommes, comme vous le savez, liés au tarif électrique de la mère patrie, de la métropole. Oui. Puisque notre électricité coûte 4 fois plus cher que produite en métropole. Mais avec la péréquation, avec la solidarité nationale, on est au même tarif. Mais si le tarif augmente là-bas, t'en auras augmenté aussi. Donc, mais quand on aura voilà, mais partout, de tous côtés, elle a qu'à couler. Et comme je dis à mon épouse, je dis, mais puisque j'échange beaucoup avec ma femme, c'est normal, c'est avec elle que je suis le plus souvent quand je ne suis pas au travail, j'échange, mais je lui dis, mais attends, où est-ce qu'on va aller? Parce que ça augmente tellement que ça ne pourra pas. Il faudra qu'il y ait des solutions, on ne pourra pas se retrouver tout le temps comme ça. Alors on te dit c'est la guerre, on dit c'est ceux-là qui ont augmenté, bon, tout ce qu'on veut. Mais tout augmente et notre électricité, elle vient à partir de pour 75%, nous venons
d'électricité produite à base De fossiles. de fossiles. Nous importons du fuel, ce fuel, le prix augmente. Pour le transporter, les bateaux prennent plus cher, tout augmente. Donc, on n'est pas bien placé. Mais nous sommes dans une conjoncture mondiale. Et c'est ça que je considère qui est la porte de sortie. Quand vous êtes tout seul à prendre du fer, tout le monde dit à le pauvre gars, il apprend faire, ouais, c'est raide pour lui, c'est pas facile. Hein. Mais il y a tout le monde qui apprend faire ensemble. Il faut trouver une solution. Mais on ne pas jamais où des boules tomber. Eh bien, nous d'accord. Il y en a un gars porté l'autre là. Eh bien, voilà. Donc, du coup, c'est ça qui me rassure quelque part, c'est qu'on est tellement tous dans cette situation difficile que je pense qu'on finira par trouver des solutions. Alors, pour revenir à notre réseau, nous travaillons à trouver les moyens pour le refaire. Mais quand on va se mettre à le faire, ça va prendre, pour tout faire, ça va prendre au moins 10 ans. Pour tout faire. Mais 10 ans de boulot. Ah ouais, 10 ans de travail. Mais ça donne du travail. C'est ça. Ah, nous sommes d'accord. Ça donne du travail, une dizaine d'années. Et puis, vous avez le travail qu'on a fait avec nous avons mis en œuvre au SMEM, avec le soutien de la collectivité, de l'AFD et de l'Europe, nous avons pu mettre en œuvre un programme d'éclairage public LED sur 23 communes de la Martinique. Il faut savoir qu'avec ce qu'on a fait, les communes où on a déjà mis, parce qu'on a 2 étapes, on a fait une première étape qui est un investissement de l'ordre de 30 millions d'euros, et on a fait 27 000 ampoules. On a en tout de l'ordre de 69 000 ampoules à changer, y compris celles qu'on a déjà changées. Ça va représenter environ 50 millions d'euros de plus. C'est un programme de l'ordre de 80 millions d'euros. On a déjà fait 30 millions d'euros. Sur les 30 millions d'euros, les communes ont apporté leur part à travers un prêt qu'on a fait au SMEM, que les communes remboursent, puisque la commune doit mettre sa quote-part. Et puis nous avons eu les subventions, les aides et tout, et notamment l'AFD nous a fait un prêt à taux zéro pour que les communes puissent bénéficier de leur apport. Et aujourd'hui, dans une commune, vous avez les coûts d'électricité et d'éclairage public sont descendus de 45 à 70%. Je sais pas, mais c'est énorme. Mais en clair, tout ça demande de l'argent. Oui. Et c'est selon que c'est derrière, il y aura des leçons. Il faudra s'attendre à des augmentations, mais aussi un embellissement, une amélioration des choses. Président, si vous avez une conclusion à faire, ce serait laquelle? Il faut être optimiste. Si j'ai une conclusion à faire, c'est qu'il faut être optimiste parce que nous sommes au milieu complètement de ce que je vais appeler la tragédie. On est dedans. Et l'organisation qu'on a fait, on va apprendre à nager, ou on va couler. Donc on va tous devoir apprendre à nager. Nous vivons un monde qui évolue humainement, mais beaucoup aussi, parce que vous l'avez dit au début, M. Grabin, la nature, c'est elle qui dirige et qui commande. Et nous sommes sujets à devoir nous adapter à cette nature et à faire le maximum pour la protéger, pour qu'elle soit le moins possible violée, abîmée, si nous voulons pouvoir y rester convenablement. Surtout qu'elle nous a appris une chose, écouter pour comprendre. Absolument, et c'est bien ce que je pense. Il faut écouter pour comprendre. En tout cas, merci de nous avoir honorés de ce passage, de nous avoir donné tous les éléments concernant le SMEM et surtout notre électricité, pas assez tic-tac, qui a sauté un côté. Et puis, on espère que demain matin, la lumière sera là et on pourra faire face. Merci encore, à très bientôt. Merci, M. Grabin. Au SMEM, on fait tout pour ça.